Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là. Déjà, vous êtes 85 déjà en live. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre du coup pour ce nouveau webinaire qui est pour le coup très thématique dans le sens où on va parler de Notion en tant que produit pour les équipes produits. Et du coup, quel genre d'application et quel genre d'utilisation on peut en faire quand on travaille au sein d'une équipe produit. J'ai la chance d'avoir avec moi Jonathan et Simon aujourd'hui, que vous connaissez peut-être au sein de la communauté, mais je vais quand même les laisser se présenter rapidement. Jonathan, si tu veux commencer. Yes, déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc en gros, moi je suis product manager. Donc j'ai été PM dans une boîte qui s'appelle Paperless pendant 4 ans. Et depuis un an, je suis en indépendant où je fais des produits en direct pour des entreprises ou des particuliers. Et je donne aussi des missions en entreprise de product management. Voilà. Super. Et Simon, du coup, je te laisse prendre la suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Simon Robic, je suis cofondateur et CPO d'une boîte qui s'appelle Scribe et on fait un outil de Product-led User Research à destination des équipes produits. Donc, on travaille avec plusieurs centaines d'équipes produits dans plus de 30 pays. Et notre objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre vos utilisateurs pour construire de meilleurs produits. Voilà, j'essaie de le résumer simplement. Et donc, nous, on vient de sortir une intégration avec Notion. Donc, c'est pour ça que je suis hyper content de pouvoir participer à ce webinaire aussi aujourd'hui et de pouvoir vous montrer un peu comment ça marche tout à l'heure, quoi. Ben, c'est super. Et je pense que ça va vous plaire de voir effectivement cette nouvelle intégration, comme moi ça m'a plu quand tu m'as fait la petite démo. Pour me présenter aussi, puisque vous ne me connaissez peut-être pas, moi c'est Camille, du coup, je suis freelance aussi depuis maintenant bientôt 2 ans, et ça fait 1 an que je travaille directement pour Notion en tant que Friends Community Lead, donc grosso modo responsable de la communauté française si on veut, et donc mon rôle c'est d'organiser des événements comme celui-ci, des meet-up, et puis de prendre un petit peu le pouls de la communauté, voir ce qui se passe, relayer les informations, ce genre de choses. Donc moi, ça me fait toujours très, très plaisir d'animer ce genre de webinaire parce que forcément, je pioche des idées à droite à gauche de comment certaines équipes ou certaines entreprises l'utilisent de manière très, très spécifique. Et je trouve que c'est là que ça fait vraiment sens, quoi. C'est pas forcément pour une utilisation personnelle, c'est pas forcément, enfin, même si c'est très pratique comme utilisation, comme outil pour quand on l'utilise pour soi, mais je veux dire, c'est à mon sens plus intéressant quand on l'utilise pour résoudre une problématique spécifique. Donc voilà, c'était juste pour faire la présentation aussi. Jonathan, est-ce que tu veux commencer du coup? Allez, c'est parti. Je vais partager mon écran. Alors, Pardon, j'en profite juste pour vous dire, si vous avez des questions, posez-les dans le petit onglet questions, du coup juste à côté du chat. Comme ça, au moins, je ne les perds pas dans le chat et voilà, on pourra y répondre à la fin du webinaire. alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Yes, c'est bon. Parfait, et ben c'est parti. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur comment utiliser Notion en tant qu'équipe produit. Donc c'est parti. Donc très rapidement, ouais, donc j'ai commencé en tant que product manager dans une boîte qui s'appelle Papernet pendant 4 ans et du coup on a vraiment vécu la transition de passer depuis une myriade de produits vers Notion. Donc c'est vraiment un truc que j'ai vu de l'intérieur. Et quand j'ai quitté, en fait, je me suis dit cette transition elle n'avait pas terminé et j'ai été un peu frustré par ça. Et du coup je me suis lancé dans la création de templates, d'outils pour les product managers qui auraient été trop bien si je les avais eus quand j'étais en poste. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec ces templates lors de mes missions en freelance dans diverses entreprises. Et en parallèle de ça, du coup, je crée des produits en indépendant, donc sur Notion et d'autres à base d'intelligence artificielle. Voilà, c'est les deux trucs qui m'animent en ce moment. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cet outil, ce workspace que j'ai conçu à destination des équipes produits et toutes les petites astuces que j'ai mis dedans. Du coup, c'est parti. Du coup, je vais très rapidement vous montrer un peu en quoi Notion est très adapté pour ce cas d'usage. Je vous montrerai ensuite comment adapter un workflow complexe, donc comme celui d'une équipe produit sur Notion. Et enfin, je vous montrerai un peu comment faire en sorte que on utilise le moins d'outils possible euh, et qu'on se serve au plus de Notion et tous les avantages que ça a de faire cette stratégie-là, quoi. C'est parti. Du coup, un outil qui change la donne. Déjà, Notion, qu'est-ce que c'est que si on y réfléchit bien, en fait, si on part
point de base, c'est un outil qui permet de gérer des pages avec du texte collaboratif. Donc ça, déjà de base, ça peut remplacer un Google Doc comme on l'entend. Donc quelque chose qui est très facile à manipuler, quelque chose qui est commun à toute l'équipe. Qu'on peut relier entre elles, donc des pages qui sont comme un Wikipédia d'entreprise. Et donc ça peut être très pratique pour gérer l'information. Donc ça, je pense que c'est la version que tout le monde connaît le plus. Ensuite, si on augmente d'un cran, on peut afficher des contenus et un affichage complexe. Donc ça permet d'aller un peu plus loin, d'avoir des pages qui ressemblent à des sites web avec n'importe quel type de composants, n'importe quel type d'informations visuelles avec le bon bloc, quoi. Si on va encore plus loin, on peut gérer des données, donc comme dans un tableur, donc avec des collections d'objets de type Google Sheets. Donc ça viendrait remplacer ce deuxième outil-là. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, c'est un screenshot du workspace pour équipe produit que je vous montrerai juste après. Donc là, cet exemple-là, c'est tout simplement une roadmap, donc avec une liste de projets, de fonctionnalités à implémenter. Si on va encore un peu plus loin, ces bases de données, on peut les afficher de façon très variée, donc avec les vues. Donc c'est ça qui commence à emmener un peu plus loin l'outil de base Notion. Et si on va encore plus loin, on a les relations. Et donc en fait, c'est ça qui va donner tout son sens à ce que je vais vous dire après, c'est comment en fait gérer des systèmes, des workflows avec ces bases de données reliées entre elles. Donc là, dans cet exemple-là, dans les screenshots, ce que vous pouvez voir, c'est d'une part une roadmap, donc avec des projets, et sur la droite, des tickets, donc les tickets qu'on va vouloir implémenter en direct dans des sprints. Et en fait, la relation entre ces deux bases, elle est toute simple. Un objet de la roadmap contient plusieurs tickets, et chaque ticket appartient à un objet de la roadmap. Et donc, en fait, ça permet d'avoir un système déjà tout simple qui compose, en fait, qui déjà pourrait remplacer un embryon de Jira, par exemple. Et du coup, si on va encore plus loin, on a les templates. Donc en fait, c'est ces produits qui sont basés sur Notion et que je vends par exemple ou qu'on peut trouver sur le Notion Store en direct. Et en fait, ça permet de pas partir de zéro. C'est des workspaces qui sont déjà pré-construits sur lesquels on peut construire par-dessus, adapter, customiser pour son entreprise. Et en fait, si on y réfléchit bien, en fait, ces templates, c'est des applis, quoi. C'est des applis parce qu'elles ont un affichage ergonomique avec les pages et elles ont des bases de données derrière avec du coup les bases de données relationnelles qui sont au fond de ces templates. Et en fait, c'est finalement des applis, quoi. Et donc, en gros, on peut voir Notion non pas comme un outil de gestion de documentation, mais comme un OS sur lequel on aurait des apps qu'on viendrait construire soi-même ou télécharger sur le store. Donc, en fait, le Notion Store, en fait, c'est un peu un App Store, quoi. Si on réfléchit bien, cette galerie de templates, c'est plein d'applis qu'on peut installer dans son Notion et customiser par derrière, quoi. Donc voilà. Donc en gros, là, ce que j'essaie de vous présenter, c'est qu'en fait, le Notion qu'on entend, qu'on peut avoir en tête, en fait, c'est beaucoup plus qu'un outil de gestion de documentation. C'est vraiment un outil de création d'appli et de création, c'est un outil pour créer des outils, quoi. On va dire autrement. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment mettre en place un workflow comme celui de votre équipe produit sur votre Notion avec du coup l'exemple du product management. Donc, le workflow du product management, je ne sais pas si c'est assez gros. Ouais. En gros, il peut être assez complexe. Donc ça, c'est un exemple de workflow que je propose. Si on part de tout début, on a des objectifs qui sont reliés à des résultats clés. Donc c'est avec le système des OKR bien connu. Les résultats clés sont même liés à des solutions. On peut aussi parler d'épiques. Les solutions sont liées à des problèmes et des idées. Les problèmes et les idées sont liés à des expérimentations. Et ces expérimentations sont elles-mêmes liées aux solutions. Donc en fait, déjà avec tout ce système-là, on peut avoir un aperçu un peu de ce qu'on appelle souvent la discovery, de gestion de qu'est-ce qu'on va vouloir construire comme fonctionnalité. Et associé à ça, on va avoir la partie plus delivery avec la base de données des tickets qui est elle-même reliée à la base des sprints et qui est elle-même reliée à la base des documents. Et du coup, en fait, avec ces deux gros blobs, en fait, on peut couvrir tout le workflow du product management, donc avec ce système-là et ces relations en fait entre ces bases de données qui travaillent entre elles et qui sont toutes connectées. Donc, par exemple, le workspace dont je vais vous parler aujourd'hui, ProductOS, c'est ce workflow-là que je viens de vous présenter, mais traduit en base de données Notion
et avec pour chaque type de base de données, un dashboard, une page ergonomique qui permet de manipuler ces objets-là. On ne va pas vouloir manipuler directement les bases de données sous forme de table, on va souvent vouloir les manipuler sous forme de calendrier ou de tableau Kanban ou de galerie. Et en fait, toutes ces données-là, en fait, elles vont travailler ensemble de sorte que tout se passe de façon ergonomique pour votre équipe. Donc, ProductOS, c'est le nom de ce workspace. Et du coup, c'est vraiment intégralement du Notion. Il n'y a pas de connexion avec un serveur derrière. C'est vraiment du full Notion. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez importer dans votre espace. Du coup, en cliquant sur un bouton tout simple qui s'appelle dupliquer. Et en fait, c'est comme ça que se fonctionnent tous les templates Notion. C'est qu'en fait, on a un lien et un bouton. Et en fait, ça suffit pour installer en fait le workspace dans votre espace à vous. Et donc, en fait, quand on y pense bien, ce template, en fait, ça vient concurrencer de gros SaaS comme Jira, par exemple, de façon beaucoup plus personnalisable. On verra après tous les avantages qu'a un template Notion versus un SaaS type Jira. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement ProductOS. Alors, hop. Tac. Donc, ProductOS, ça se présente sous la forme d'une page d'accueil, donc sur lequel on va avoir toutes les informations de son équipe. Donc en fait, la première info qu'on va vouloir avoir sur cette page d'accueil, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est bon, c'est les liens de votre équipe, donc tous les tableaux de bord et tous les marque-pages. Donc en fait, tous les trucs qui sont en principe, théoriquement cachés dans votre navigateur et auxquels votre équipe n'a pas droit, bah là en fait l'idée c'est de les avoir tout en haut de votre page d'accueil et de pouvoir y accéder de façon partagée avec votre équipe. Donc d'avoir une liste maintenue de tous les bookmarks que vous avez cachés dans votre Chrome. En dessous, on a les key metrics. Donc ça, j'utilise un embed, donc une version embarquée de Data Studio. Donc c'est des vrais chiffres que vous pouvez voir en live qui augmentent. Donc si vous prenez la peine de brancher un Data Studio sur vos données et de l'intégrer dans cette page-là. Donc ça peut être très intéressant pour avoir d'un seul coup d'œil toutes les données en temps réel en fait de votre produit. Et ensuite, votre travail en cours. Donc en gros, ça, les vues que vous allez voir juste en dessous, en fait, c'est des extraits de vos bases de données de votre Notion, mais qui sont filtrés juste sur ce qui est en cours, donc le travail qui est en cours. Donc là, on va avoir les OKR, par exemple, du trimestre, qui vont être en premier pour les avoir toujours sous les yeux. Un des problèmes qu'on voit souvent avec les OKR, c'est que on les fait en début de trimestre et on les oublie. Donc là, l'idée, c'est de les avoir vraiment sur sa page d'accueil et tout en haut. Donc ça permet de les avoir en tête au bon moment. Il faut avoir aussi un indicateur de à quel point on est sur le point de y arriver ou pas. En dessous, on va avoir les problèmes, idées et opportunités. Donc en suivant la logique du workflow du product management que je vous ai montré tout à l'heure, donc on découle en fait des OKR pour aller ensuite vers les problèmes et idées. Donc en gros, les problèmes et idées en cours de résolution, c'est ceux que vous allez choisir parmi votre liste de tous les problèmes et idées qui remontent sans arrêt jusqu'à vous. Et en fait, ce qui va vous permettre de les filtrer, c'est justement les OKR qui sont juste au-dessus. Et une fois que vous avez commencé à réfléchir à quel problème et quel problème vous allez vouloir résoudre, quelles idées vous allez vouloir affiner et quelles opportunités vous allez vouloir poursuivre, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à des solutions. Donc là, on rentre dans la partie plus delivery. Et donc ces solutions-là, donc vous les avez juste en dessous, et en gros, ça va être l'équivalent des épiques, donc en gros les gros blobs de fonctionnalités qu'on va vouloir développer et qu'on va ensuite qu'on va ensuite tester avec des expérimentations. Donc ça va être la base de données de tout ce qui va être A/B test, user testing, bêta testing. Donc toutes les choses qui vont faire que vous allez valider votre solution et que c'est bien celle-là que vous allez vouloir construire. Et donc une fois que votre solution est validée, vous avez les tickets. Donc en fait, les tickets, ça va être la version la plus fine, donc l'équivalent de la user story. Et donc c'est ça qui va venir subdiviser en fait vos solutions. Et c'est ça que vous allez faire entrer dans des sprints. Donc voilà, donc ça va être vraiment la page d'accueil de votre équipe produit. Donc sachant que ce système-là, il fonctionne très bien aussi pour les équipes qui sont avec de multiples squads et qui peuvent partager en fait la même base de données des tickets, la même base de données des solutions, mais seulement elle va être filtrée par équipe. Donc, en gros, ils pourront avoir cette même page, mais avec du coup un filtre d'équipe différent, ce qui veut dire que chaque équipe pourra nourrir la même base de données et avoir une solution vraiment unifiée à l'échelle de la boîte sur tous les tickets qui sont en cours de résolution, toutes les sprints qui sont en cours qui sont en cours, quoi. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail des autres tableaux de bord, je peux vous montrer par exemple la base la vue backlog.
Donc cette vue backlog, ça va être vraiment l'équivalent d'un Jira. Donc c'est la vue sur laquelle on va avoir tous les tickets qui sont prêts à être embarqués dans des sprints. Donc ce tableau de bord, en gros, il va être divisé par type de ticket. Donc les stories, donc là je les mets en vert pour suivre un peu la convention couleur de Jira. Et les bugs en rouge et les dettes techniques en jaune. Et en fait, avec cet affichage-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler avec un drag and drop. Donc en gros, là, cette sous-liste-là, ça va être mon prochain sprint. Et si je veux ajouter un ticket à mon prochain sprint, et ben, tout ce que je vais faire, c'est le déplacer dans la liste des tickets. Et en fait, ça va automatiquement programmer ce ticket-là pour être embarqué dans le sprint d'après. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec cette vue-là, c'est qu'en fait, si vous avez des sous-listes de tickets qui sont triés, ben, en fait, pour préparer votre sprint, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre les premiers éléments de chaque sous-liste. Et en fait, ça va vous faire un sprint très facile à composer. Et une fois que vous êtes prêt à lancer le sprint, en fait, vous pouvez aller sur la vue Current Sprint. Et c'est là que vous allez avoir vos tickets en cours de développement sur une vue de type Kanban très classique que vous pouvez retrouver aussi dans Jira. Parce que là, la différence, c'est que en fait, vos tickets, ils vont être reliés en fait, avec vos solutions. Et ces solutions, elles vont être même reliées aux problèmes. Et les problèmes, ils vont être reliés aux OKR. Et donc, en fait, ça vous permet de remonter toute la chaîne jusqu'aux objectifs. Et du coup, c'est ça qui va permettre en fait aux équipes tech d'avoir tout le contexte en fait correspondant aux tickets qui sont en train de développer. En fait, ça c'est vraiment la chose la plus intéressante, je pense, c'est de se dire même en partant de l'échelon le plus bas de la chaîne, vraiment le ticket à développer, en fait, on peut remonter jusqu'aux objectifs et bien comprendre en gros dans quoi le ticket qu'on est en train de développer s'inscrit et pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire. Et à l'inverse, chose très intéressante également, c'est que si on est par exemple dans le management ou dans une autre équipe type marketing ou autre, en fait, on peut vraiment partir de la base des objectifs et redescendre jusqu'à la base des tickets pour savoir où en sont les développements sur cet objectif-là. Donc savoir où on en est par rapport à un objectif qu'on s'était donné ou à un problème qu'on va vouloir résoudre. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut faire ces deux trajets dans les deux sens et donner du contexte aux développeurs et donner du détail au management et aux stakeholders. Donc voilà, si on reste dans la dashboard des tickets. Tiens, juste Jonathan, je me permets, il y a une question à ce sujet-là sur les numéros de tickets. On demande si c'est automatisé ou si c'est quelque chose qu'il faut remplir un peu manuellement. C'est tout à fait automatisé. Pour le coup, j'utilise pour ça une formule, en gros, qui va prendre en fait le nom de l'équipe. Donc le nom de l'équipe, il vient du filtre d'équipe, il vient de la propriété, donc là dans l'occurrence c'est B2C, et je vais lui accoler un ID, donc en gros l'ID de cette fiche-là, de cet item, et je vais juste le filtrer pour qu'il soit pas trop long. Donc je vais lui donner 4 chiffres. Et donc en fait avec ça, on va avoir un identifiant donc comme sur Jira, avec nom de l'équipe tiré quelques chiffres, et qui permettent de retrouver facilement le ticket en question. Okay. Voilà, comme ça, je me suis démerdé pour faire le truc. Voilà. Et donc, en fait, là, on peut aussi avoir toutes les propriétés classiques qu'on peut attendre d'un ticket, donc c'est-à-dire les prios, le nombre de story points qui bossent dessus, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement malléables, totalement customisables. Un des trucs que j'aime bien faire, c'est rajouter un système qui montre s'il y a des dépendances entre les tickets. Donc ça peut être très pratique pour avoir de première vue si on peut faire un ticket ou pas. Donc là, par exemple, on peut voir que ce ticket-là, il est bloqué, il est en attente. Pareil pour celui-là. Et en fait, comment ça marche ce système-là? C'est qu'en fait, ce tag-là, bloqué par un autre ticket, en fait, ça va chercher si un autre ticket l'a indiqué en tant que dépendance. Et donc, en fait, c'est un système qui va dans les deux sens. Donc, en gros, là, mon ticket intégré la traduction française, en fait, il va être bloqué par mon système de traduction. Donc, en gros, là, dans blocking, j'ai mis ces deux tickets-là. Et en fait, en faisant ce travail d'indiquer qu'est-ce qui était dépendant de ce ticket-là, en fait, ça va automatiquement mettre un tag bloqué sur le ticket correspondant. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça permet de se dire, OK, je vais le faire celui-là parce qu'il va permettre de débloquer ces deux tickets-là. Ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Et autre chose intéressante, c'est qu'on peut mettre les liens, bien sûr, vers les branches Git ou GitLab de façon très facile d'accès, de sorte qu'on puisse y accéder directement en cliquant sur ce lien-là.
voilà, un autre truc hyper intéressant dans ce système-là, c'est qu'en fait, même si vos équipes sont encore sont sur GitHub ou GitLab ou Jira et que jamais elles pourront quitter, en fait, il est quand même possible de synchroniser ces informations de Jira dans votre Notion pour profiter du reste de l'espace Notion. Et donc, en fait, ça, c'est un nouveau truc qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est les bases de données partagées. Et donc, en fait, ça ça va permettre aux équipes produits dont les développeurs sont bloqués sur GitHub ou GitLab, par exemple, d'avoir en fait les informations de Jira dans Notion avec une synchronisation en temps réel, de sorte que si un ticket bouge dans Jira, eh ben, il va également bouger dans le Notion et de garder également la synchronisation avec les épiques, les problèmes, les OKR. Alors, il y a une question. On est dans la même démarche que Jira Product Discovery. Comment vous positionnez sur ce nouveau produit de Jira? Alors, je ne connais pas bien Jira Product Discovery. Pour le coup, moi, j'avais vraiment bossé sur la partie Jira Software classique. Donc, je veux bien vous donner un petit update sur ce que c'est, peut-être dans le chat, sur sur la particularité. Est-ce que ça va être une gestion des feedbacks ou ce genre de choses, j'imagine? Jeanne est en train de taper la réponse. Ouais, c'est une gestion des feedback, effectivement, ouais, c'est ce qu'elle nous dit. D'accord. Pour le coup, voilà, je suis en train de regarder leur page d'accueil. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu l'interface de Jira Product Discovery, en fait, on a l'impression d'être sur Notion, en fait, parce que c'est littéralement un tableau avec des filtres et des couleurs et des tags. Donc, en vrai, c'est littéralement l'équivalent de ce que j'ai mis dans la partie problèmes et solutions que je vais vous montrer juste après, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la partie gestion des sprints, donc des livrables. Je peux vous montrer aussi la partie un peu plus haut level sur la liste des sprints en cours. Ça, c'est une vue que j'aime bien parce qu'elle permet de voir ce qui va arriver, ce qui est le sprint en cours, les sprints qui ont été clôturés et les sprints qui vont arriver après. Donc ça, c'est cool parce que ça permet aussi de voir le pourcentage de sprint le pourcentage de tickets qui a été bien développé et pour voir si en fait l'avancement d'un sprint à l'autre il progresse ou au contraire est-ce qu'on se retrouve avec des sprints qui sont pas finis, quoi. Donc voilà, ça c'est une vue que je trouve assez pratique. Du coup, donc là je vous ai montré la partie vraiment delivery. Maintenant je vais passer à la partie plus discovery. Il y avait juste une autre question, peut-être, Jonathan, encore sur Yes. cette partie delivery, c'est Ouais. comment est-ce qu'on lit ça un peu au code, tu vois, et comment est-ce que les développeurs aussi vont se saisir de cette partie-là et pour gérer du coup leur travail un peu au quotidien, quoi. Yes, alors du coup pour lier ça au code, donc je vais me mettre sur la vue sprint. En gros, moi je parle vraiment sur ce lien, en fait, cette propriété qui lie le Git, la branche en fait sur laquelle on bosse au ticket en question. Donc en gros, je pars du principe que pour chaque ticket, il y a une branche correspondante et que le lien de cette branche, il apparaît dans le ticket. Il y a d'autres manières de le faire. On peut aussi mettre le ticket non pas dans une propriété, mais dans le corps en fait de la page. Et de cette façon-là, il y a un truc qui va se passer, c'est qu'en fait, Notion va récupérer les informations de la branche en cours. Et donc ça peut être intéressant pour remonter, par exemple, si la branche elle est fermée, ouverte, s'il y a des pull requests en attente, etc. Voilà. Donc les infos qui viennent de GitHub bien. peuvent remonter aussi dans Notion, quoi, du coup. Tout à fait, exactement. Qui est sortie cette année. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'était aussi une autre question qu'on avait, c'est pour ça que je... Parfait. Voilà. Du coup, je passe à la vue plus Discovery. Hop. Ah oui, non, un truc cool aussi que je voulais montrer, c'est la vue pour moi. Ça, c'est un truc qui est vraiment sympa. C'est un filtrage, en fait, de cette vue-là, mais qui va utiliser le compte sur lequel vous êtes pour faire le filtre. Donc, en fait, ça veut dire que sur cet onglet-là, en fait, selon la personne qui va l'ouvrir dans l'équipe, eh ben, il aura pas la même chose. Il aura juste les tickets qui lui correspondent. Et donc, ça lui permet de vraiment se focus sur les tâches qu'il va vouloir faire lui-même et pas sur l'ensemble de l'équipe. S'il a besoin de l'ensemble de l'équipe, du coup, il peut aller sur l'onglet complet, donc la vue totale de tous les tickets en cours de développement. Hop, je reviens sur la partie. Juste peut-être une dernière question, parce qu'elle arrive au fur et à mesure, donc je les relais, mais est-ce que tu as aussi une gestion un peu des métriques autour de ton sprint, tu vois, suivi un peu de l'avancement, etc., pour pouvoir faire peut-être des reviews et tout? Ouais, tout à fait. Là, ça, pour le coup, on va l'avoir dans la vue sprint. Donc, en gros, là, par exemple, je vais avoir le pourcentage de story points qui est de tickets qui sont done. Donc, en gros, si je passe un ticket à 8 story points qu'on donne, ça va faire nettement augmenter mon pourcentage. Et en fait, je peux voir sur cette vue-là
les pourcentages d'avancement de chacun des sprints qui ont été déroulés dans le passé. Donc en gros, tous les sprints qui sont succédés, on peut voir là où on en est en termes de vélocité. Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce qu'on arrive à finir nos sprints? Ou alors pas du tout. Donc ça, c'est un peu la vue un peu haut level pour l'équipe, pour qu'elle puisse se challenger, de voir, bah, ok, on avait planifié 22 sprints, on l'a fini à 100%, on avait planifié 29 sprints, on l'a fini à 48%, bon, pas ouf, il faut qu'on évolue sur ça, quoi. Donc c'est ça qui donne un peu l'idée du truc, quoi. Ok, J'espère que ça répond à la question. je pense. Parfait. Pardon, Impeccable. Jonathan, Yes. avant que tu continues. Vas-y. Peut-être qu'effectivement, il y en a pas mal des questions. Peut-être que celle, pour pas trop empiéter non plus sur ta présentation, peut-être qu'on prend le reste à la fin. Enfin, à la fin de ta présentation. Alors, s'il y a des questions qui sont upvote, je peux peut-être les. Non, c'est bon, c'est celles qui sont remontées déjà. D'accord, parfait. Ok, Ouais. impec. Ah, c'est trop bien ce système-là. Du coup, ça permet vraiment de savoir quelles questions. Impeccable. Du coup, ouais, bah, peut-être qu'on les garde pour la fin. Et je termine juste comme il reste pas non plus masse de temps. Donc là, je vous ai montré la partie vraiment gestion des tickets. Je peux vous montrer la partie gestion des épiques. Donc ça va être une vue pareille Kanban, avec donc là les gros blobs de sujets. Ça peut aussi servir de roadmap. Et donc en fait, ce qui est cool, c'est que dans cette vue-là, on peut avoir en fait toutes les informations des tickets correspondant à cette épique-là en fait. Donc, en gros, ça va être directement lié. Donc, c'est-à-dire que là, dans cette vue-là de corps en fait de mon épique, je vais avoir toutes les informations liées à cette épique-là, et je vais pouvoir ajouter des tickets. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ajoutant un ticket dans cette carte-là, en fait, ça va automatiquement faire la connexion entre mon ticket et mon épique. Et donc, en fait, ça va permettre de avoir sur ce ticket-là le tag correspondant à l'épique en question. Donc, en fait, ça va faire les liaisons tout seul. On n'aura pas besoin d'aller dans les propriétés et choisir à quel épique ce ticket est lié. Ça va le faire automatiquement. Voilà. Et donc, en fait, cette vue à l'intérieur de cette épique-là, et ben, en fait, c'est une vue template en fait, qu'on peut paramétrer. Et donc, ça, c'est très intéressant pour aligner en fait, toutes les équipes sur un même template de rédaction d'un épique. Et donc, en fait, on va pouvoir faire en sorte que quand on crée un nouvel épique, quand on appuie sur New, en fait, ça va automatiquement appliquer ce template de corps, en fait, avec, par exemple, tout ce qui va être important pour vous, type les problèmes à résoudre, les gens impliqués, tous les risques liés à cette épique-là. Cette liste, en fait, de tous les points à avoir en tête, elle va être automatiquement appliquée, du coup, avec votre template. Et donc, pour faire ça, il suffit d'aller dans New avec la petite flèche et de mettre par défaut votre template de page d'épique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut également faire pour les tickets bug, pour les tickets de user story. Donc pour toutes ces choses-là où on a envie d'avoir un standard unifié sur le reste de la team, c'est quelque chose qu'on va vouloir mettre en place. Donc ça, c'était la vue des solutions. Maintenant, je vais vous montrer la vue des problèmes. Et donc celle-là, ça va peut-être être celle qui se rapproche. Qui se rapproche le plus dans l'idée de Jira Product Discovery. Donc en gros, en fait, on va avoir une liste de plein de problèmes, idées et opportunités qui vont chacune pouvoir être classées par leur niveau d'avancement. Donc, les idées qu'on va vouloir creuser un jour, celles qu'on va vouloir creuser maintenant, celles qu'on est en train de creuser, celles pour lesquelles la solution est en cours de construction, et après les autres qui ont été déjà résolues ou qui ne sont pas pour tout de suite. On peut aussi mettre en place un système de upvote. Donc, en gros, l'idée, ça serait de pouvoir donner un peu la parole à toute son équipe, tous ses devs, par exemple, pour savoir quelle est la chose qui leur paraît la plus importante. Donc, ça peut permettre de faire monter des choses sur lesquelles qu'on avait négligées et de réattribuer un peu plus d'importance à ces items-là. Donc, le petit système de vote, ça c'est très simple à faire. En fait, il suffit d'ajouter son nom en fait dans la liste des personnes qui votent. Et en fait, la formule va juste comptabiliser le nombre de personnes qu'il y a dans cette liste-là. Donc, en ajoutant son nom ici, en fait, ça va augmenter ce nombre-là et ça va faire remonter le ticket dans la liste pour qu'il arrive tout en haut et qu'on se l'attribue. Donc, on peut aussi trier cette liste-là par potentiel. Donc, pour se dire, OK, celle-là, clairement, elle a plus de potentiel, même s'il est dur à faire, on va y aller. Ou par source, donc selon que la donnée, que le problème, il vient d'une analyse de la data, d'une remontée du customer success, ou de la user research, ou de n'importe où ailleurs, en fait, on va pouvoir savoir d'où vient en fait ce problème-là.
Voilà, et donc en fait, cette vue-là, elle va permettre de faire un peu de l'ordre dans l'intégralité de le chaos un peu qui remonte sans arrêt, de tout ce qui va vouloir être traité un jour. Là, l'idée, c'est de ne pas se les noter sur des bouts de papier ou dans des Trello à droite à gauche, d'avoir tout centralisé au même endroit, de sorte que chacun puisse se sentir légitime pour ajouter un item à ce tableau-là. Sachant que dans ce tableau-là, je liste pas que les problèmes liés à votre produit, mais aussi les problèmes liés à potentiellement votre orga. Donc, par exemple, on passe beaucoup trop de temps à faire des tests, il faut trouver une solution, c'est un problème qui nécessite une solution et qui doit être priorisé au même titre que les problèmes liés à votre produit, du type les utilisateurs sont trop flemmards pour remplir leurs informations perso sur la page 3 du l'onboarding, par exemple. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le dashboard un peu de gestion de la discovery. Et donc si je remonte, j'ai aussi les OKR. Donc ça va être la vue un peu du management qui va pouvoir donner un peu sa stratégie, son orientation à la boîte. Et chaque équipe pourra mettre sur chacun des OKR là où ils en sont, s'ils sont sur une bonne enfin, sur une bonne voie pour les atteindre et à quel point ils en sont arrivés. Et ou au contraire, si ils sont à la bourre et que du coup, il y a un risque que ça soit jamais finalisé, quoi. Donc en gros, là, ce qui est intéressant, c'est que en mettant ça à jour chaque semaine, par exemple, le management puisse avoir vraiment l'info directe sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui se passe bien et sur quoi est-ce que on a peut-être besoin de mettre plus d'attention, plus de temps ou par exemple de se rendre compte si l'objectif il était inatteignable dès le départ et de le modifier par exemple. Voilà, donc ça c'est la vue OKR. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait les OKR ils sont reliés en fait avec ils sont reliés avec pardon, c'est pas ça que je voulais montrer, ils sont reliés avec les solutions et avec les tickets. En fait, on peut voir leur pourcentage d'avancement aussi par rapport à l'épique correspondant. Est-ce qu'il a été bien avancé ou pas? Voilà. Donc ça, c'était la vue OKR. Et en dernier, je peux vous montrer la vue documentation. Donc ça, en gros, c'est ce qui vous permet en fait de gérer toute votre doc. Et donc en fait, vous pouvez constater que je ne l'ai pas mis sous forme de page, je l'ai mis sous forme de base de données. Et il y a une raison à ça en fait, c'est que je pense que c'est la meilleure façon de gérer votre documentation. J'ai vu dans plein de boîtes différentes des façons diverses et variées de gérer sa doc. En fait, je pense que celle qui marche le mieux, c'est celle-là. C'est de n'avoir qu'un seul niveau de hiérarchie. En gros, vous avez votre page de documentation et chaque item de document est tagué par un niveau de catégorie. Donc, par exemple, ça peut être design, tech, data, orga, par exemple, stand-up ou description de fonctionnalité. Et en fait, c'est cette division en une seule niveau de hiérarchie. En fait, ça vous permet de ne pas perdre vos documents. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les gens ils mettent des pages dans des pages dans des pages dans des pages, et qu'en fait, l'info elle est noyée en fait dans cette arborescence qui en fait n'est pas claire pour le reste de la boîte. Là, en vous astreignant à un seul niveau d'arborescence, en fait, ça vous permet de simplifier grandement la recherche d'infos et l'appropriation de votre doc par le reste de la boîte. Un autre point que j'ai remarqué beaucoup dans les boîtes où j'allais, c'est qu'en fait, la doc, souvent, on ne savait pas si on pouvait la croire ou pas. Et en fait, le principal enjeu, en plus de la retrouver, c'était de pouvoir savoir si on lui fait confiance. Et donc, en gros, là, dans cette vue-là, ce que j'ai mis le plus en avant, c'est est-ce que cette documentation est validée ou est-ce qu'au contraire, elle a besoin de commentaires, elle a besoin de retravail, elle est en cours de rédaction et du coup, on ne peut pas encore lui faire confiance. En fait, c'est vraiment ça qui va vous permettre de croire en fait à ce tag. En fait, c'est ça qui va vous permettre d'attribuer de la confiance à cette documentation. Pourquoi? Parce que le plus important, enfin, il n'y a rien de pire que une documentation qui est trompeuse en fait. C'est encore pire que pas de documentation, c'est une documentation qui vous oriente dans la mauvaise direction. Donc en fait, cette validité, cet indicateur de validité, c'est ça qui va redonner de la confiance aux items de cette base de données-là. Voilà. Donc voilà pour la base de la documentation. Sachant que ces items, on peut les relier à une équipe, de sorte qu'on peut filtrer en fait cette base-là pour n'avoir que les informations liées à votre équipe et pas à toute la boîte, par exemple. Je prends les questions. Alors, il y a un upvote à +4. Je vais prendre celui-là.
Alors, est-ce que dans la partie Discovery, il y a une gestion de l'impact d'une idée? On peut faire une formule qui donnera un poids. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est la partie priorité. Donc, en gros, on peut tout à fait se faire sa propre formule de type, par exemple, RICE ou autre, avec un indicateur qui prendrait le poids en impact sur 5, l'effort sur 5, et faire sa petite formule de impact fois reach fois confidence divisé par effort, et ça vous fait un triage. Et ensuite, bah, vous pouvez activer le tri par rapport à cet indicateur et avoir votre liste bien organisée. En fait, c'est ça qui est très cool, c'est que vous pouvez vraiment bah, la créer vous-même. En fait, c'est vraiment très ludique, c'est facile à faire. Il suffit de créer une colonne avec de type nombre, une colonne de type formule, et de relier les deux, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en a pas mal, ouais. Voilà. Comment tu gères toute la documentation autour de user interview? Tu la mets dans la DB Solutions. Alors en gros, pour la documentation, je vais distinguer deux trucs. Je vais distinguer ce qui est de la documentation qui est toujours vrai de ce qui est lié à un événement en cours. En gros, ce qui est toujours vrai, je vais la mettre dans documentation. Donc là, le truc qui est en sharing, en partage écran. Et ce qui est lié à ce qu'on est en train de développer, donc ce qui a une validité qui est limitée dans le temps, bah, je vais le mettre directement dans l'EPIC ou la feature correspondante, sachant que ça peut faire une base pour une future documentation qui est toujours vraie, mais tant qu'elle n'a pas été validée, ça reste des specs, ça reste un truc qui est, on prévoit de faire comme ça. Ce qui est dans documentation, c'est un truc qu'il faut maintenir au fil du temps, c'est un truc qui a une valeur de vérité constante qu'il faut avoir toujours à jour. Sinon, on change le tag à need rework, et c'est comme ça que je gère la partie documentation. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres plus 4? Il y en a une d'Aurélien, pardon, qui demande à quel stade d'une startup est-ce que c'est intéressant de mettre en place ce template du coup? Ça semble être assez chronophage si on est moins de 10. En gros, moi, ce que je recommande, plutôt que d'y aller full avec tout ce que je viens de vous montrer, c'est d'y aller par étapes. Donc souvent, en gros, on va avoir besoin de très rapidement un système de delivery. Et donc, en gros, bah, moi, je recommande en fait n'installer que la partie backlog et sprint. Et une fois qu'on s'est approprié et qu'on est à l'aise avec, de passer à la partie solution pour avoir un peu plus de visibilité, un peu plus macro. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça, d'aller vers la gestion des problèmes, la gestion des OKR. Et donc de ne pas aller all-in avec tous les dashboards d'un coup, mais au contraire de les déployer, bah, un peu comme on ferait sur un produit et sur ses utilisateurs, d'aller petit à petit pour que les gens ils s'approprient, qu'ils soient à l'aise avec, surtout s'ils n'étaient pas sur Notion avant, et d'y aller progressivement. Donc en fait, je pense que même à moins de 10, ça peut être pertinent, sachant que là, la vue que vous voyez là, c'est fait pour une squad. Donc en théorie, une squad, ça fait 3 à 5 personnes, quoi. Donc je pense que ça peut être pertinent, juste y aller par étapes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous transmettrez l'enregistrement? Oui. Est-ce que vous avez partagé des templates à la fin du webinaire? Bah ça, faut jouer avec Sion. On va voir si on peut y aller ou pas. Donc voilà pour la petite démo du Product OS. En gros, ouais, je vais juste terminer parce que j'avais rajouté d'autres petits éléments dans ma presse. Alors, hop, tac. Donc en gros, il y avait juste un point que j'avais envie de mettre en avant, c'était de bien distinguer la logique de page de la logique de database. Parce que c'est souvent dans Notion les deux options qu'on a. Donc en gros, mettre ces données dans des pages, je pense que c'est un piège. Alors il y a des avantages, c'est que c'est facile. On a un nouveau sujet, on fait une nouvelle page, on verra après. On n'a pas besoin de connaître l'orga, juste on crée sa page et on y va. Le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les pages en fait se créent dans tous les sens et ça te rend le workspace inutilisable et c'est un vrai risque. Quand on travaille sur Notion, à l'inverse, de bien se dire qu'on met les données dans des bases de données et les dashboards dans des pages. En fait, c'est ça qui va faire la différence, c'est que votre base de données, elle doit être la plus complète, la plus consolidée possible. Vous devez en avoir peu, mais elles sont grandes. Et vos pages, en fait, c'est là que vous allez mettre des vues de vos pages de données selon l'usage de l'équipe qui va s'en servir. Donc l'équipe B2C, elle va avoir sa base de données de tickets, mais filtrée uniquement sur la propriété B2C, par exemple. Voilà, donc je pense, la meilleure façon de faire, c'est vraiment de respecter un peu ce principe de dire les données, on les met dans les bases de données,
les pages, c'est fait pour les dashboards. Et dernier point, c'est les standards. J'en ai parlé rapidement avec la façon d'uniformiser un peu ces pratiques. Donc ça, je pense que les templates, c'est un très bon moyen d'uniformiser le travail de ces équipes. C'est de mettre par défaut, quand on crée un ticket, par exemple, que ça rédige la trame du corps du ticket, du détail, et de sorte que, en fait, on n'est plus qu'à compléter les éléments, faire évoluer le template s'il y a besoin, et de sorte que ça permet de ne pas oublier des choses et que bah, le template le plus avancé que vous avez dans votre boîte, eh ben, il serve à toutes les équipes. Donc voilà. Donc dans ProductOS, j'en ai mis un certain nombre, mais bien sûr, ça c'est adapté en fonction des boîtes. Donc voilà, je garderai un peu le triptyque Databaseify, Dashboardify, Templateify pour organiser un peu votre workspace. Voilà. Si je peux me permettre, Yes. parce qu'on utilise beaucoup le mot template dans Notion, il y a énormément en final de fonctionnalités template différentes. Là, tu fais référence au template au sein d'une base de données, d'accord? Absolument, le truc qui va faire que quand tu crées un item dans ta base de données, ça va pré-remplir en fait l'intérieur avec, par exemple, pour le template de bug, ça va être comment reproduire votre bug, étape 1, étape 2, étape 3, quel indicateur on doit vérifier pour savoir si ça a bien marché, 2 points, et c'est là en fait qu'on va compléter. Voilà. Donc là, j'ai donné deux, trois exemples de systèmes un peu de base de données. Donc celui que je viens de vous montrer, ProductOS. Donc en gros, on va avoir la base des résultats, la base des problèmes à résoudre, la base des solutions, la base des tickets. Pour un workspace de compta, on pourra avoir la base des clients, la base des produits, la base des ventes. Donc en fait, chaque appli qu'on va créer en fait avec Notion, on doit se demander un peu quel système de base de données relationnelle on va créer pour avoir en fait cet orga qui se maintient, qui reste viable et qui scale bien quoi. Voilà. Et donc, ouais, donc l'avantage de ce système-là, c'est que bah, déjà, on s'y retrouve bien. On a toutes les informations qui sont au bon endroit. On va pouvoir filtrer les infos selon le cas d'usage et on pourra visualiser les infos selon plein de façons différentes, la version Kanban, calendrier, timeline, etc. Donc, 3 points d'attention. Il faut faire bien gaffe de construire un système qui marche. Donc, là, c'est la partie la plus difficile. Ou c'est pour ça qu'il y a des templates comme le mien qui existent. C'est qu'on peut en acheter qui sont déjà préconstruits. S'assurer que tout le monde le connaisse bien. Donc, ça, c'est un point important. Donc, quand j'installe ProductOS dans des boîtes, enfin, je m'assure que les gens ils ont bien compris la logique des bases de données, qu'est-ce qu'on entend par un ticket, qu'est-ce qu'on entend par un problème. Et voilà. Et dans certains cas, c'est OK de créer des pages si votre orga ne fonctionne pas sur 100% des cas, ce qui est normal en fait. On va vouloir créer des pages pour compléter ça et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Il ne faut juste pas que ça devienne le principal moyen de gérer l'information, les pages, quoi. Et je vais très rapidement terminer sur un point de vue peut-être un peu polémique, mais j'aime bien quand même. C'est comment on peut remplacer des SaaS qu'on utilise par Notion. Donc typiquement, est-ce qu'on ne peut pas remplacer Jira et Trello par ProductOS, comme je viens de le montrer? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer ces slides par des slides Notion, comme je suis en train de le faire à l'instant avec ma base de données de slides? Est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que de créer un CRM sur HubSpot, avoir une base de données Notion? Plutôt que d'utiliser Buffer pour publier ses posts LinkedIn, d'utiliser un Zap qui est branché sur une base de données Notion. Donc il y a plein de cas d'usage sur lesquels en fait on peut avoir une utilisation avancée de Notion qui viendrait remplacer un SaaS, quoi. Et au niveau des inconvénients, on a bien sûr que certaines fonctionnalités avancées pourront manquer. Donc c'est l'occasion parfois d'utiliser l'API. La dépendance à l'outil. Donc là, pour le coup, il y a des problèmes de fiabilité, de coût, de pérennité, évidemment. Mais à l'inverse, il y a énormément d'avantages. C'est le premier, la personnalisation. Donc, comme on l'a vu, du coup, la partie workflow du produit est très complexe. On peut la personnaliser à l'extrême. C'est ce que j'avais vu dans certaines boîtes où j'ai été, comme par exemple Conto, où ils ont une façon de travailler qui est très très particulière et ils ont pu la mettre en place de façon extrêmement fidèle, enfin extrêmement proche de ce qu'ils voulaient faire sur Notion. Il y a une transparence de l'info, donc ça je pense que c'est très important, c'est que ça permet de ne pas isoler les développeurs dans leur Jira et personne ne sait ce qu'ils font. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un des points les plus importants quand on a tout sur Notion, c'est que tout le monde sait ce que chacun fait. Ça évite d'avoir chaque équipe qui suit son propre outil et en fait, personne ne sait ce que chacun fait. Il y a une centralisation de l'info, donc ça veut dire que ça permet de facilement retrouver ou de stocker l'info, ce qui peut être très très important pour pas perdre de temps. Et c'est un outil qui est hyper facile à connecter en fait. Donc on peut avoir la connexion avec Slack, avec Mystical, avec Figma, avec Scribe bientôt. Et du coup, c'est un outil qui permet de faire ça. Et il y a peu d'outils qui peuvent être aussi partageurs en fait en termes d'information, en termes de centralisation. Et un autre point qui est cool, c'est tarif assez chouette, quoi, voilà. Donc voilà, c'est un peu
le fin mot de l'histoire, c'est que je pense qu'on peut profiter de Notion pour remplacer plein d'outils et en tirer beaucoup d'avantages. Voilà, donc en gros, je finis sur un petit mot du fondateur, en gros, qui insiste sur le fait que Notion, c'est plus un outil pour créer ses propres outils plutôt qu'un outil de réception en fait de l'info. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de jeter un œil sur mes produits. J'ai laissé le lien je vais mettre le lien dans le chat. Voilà. J'ai mis le lien de Productors plusieurs fois. Merci. Voilà, je laisse la main à Simon Merci. pour la petite démo de Scribe. Trop cool en tout cas, merci Jonathan, c'était hyper complet, je pense hyper utile. Et donc, moi l'idée là, je ne veux pas vous faire une démo complète de Scribe et vous vendre toute la plateforme, mais plutôt vous montrer comment est-ce qu'on peut être complémentaire de ce genre d'approche. Tu as très bien évoqué le fait que c'était hyper important de construire autour de bases de données et qu'on va pouvoir aller après filtrer, créer des vues, intégrer dans ces différentes pages en fonction des stades de projet où on en est. Et en fait, c'est comme ça que nous, on a voulu construire notre intégration aussi avec Notion. En 2 secondes, Scribe, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'analyser le comportement de vos utilisateurs, d'identifier quelles sont les grandes personas d'utilisateurs, qui fait quoi, c'est quoi les points communs de ces gens-là, et après d'aller collecter du feedback très quali et très contextuel directement dans le parcours en fait, des utilisateurs. Donc, vous allez dire, tiens, tous les gens qui sont mes power users de ma feature centrale, core feature un peu de mon produit, lorsqu'ils utilisent cette feature, je vais leur poser une question pour leur demander comment ils vivent leur expérience, quelle est la valeur maximale qu'ils en tirent, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, donc vraiment de manière contextualisée et ultra ciblée comme ça. Et puisqu'on a vu Notion peut être vraiment hyper central dans le process, dans le workflow en fait, des équipes produits, l'idée c'est que tous ces feedbacks qu'on va aller recevoir de la part des utilisateurs, on puisse les recevoir automatiquement directement dans une base Notion et qu'on puisse après s'en servir dans l'ensemble du workflow, comme tu as pu le montrer, Jonathan, quoi. Donc, comment ça marche? La première chose à faire, c'est d'aller installer notre intégration Notion. Donc, vous voyez, on a une bibliothèque avec pas mal d'intégrations, différents outils, y compris du coup des product boards, des harvesters, si jamais on gère encore la centralisation de ces feedbacks et la priorisation un peu des feedbacks dans ces outils, on peut aussi le faire. Mais dans Notion, voilà, on va pouvoir installer. Il suffit de connecter son compte Notion avec Scribe. Donc, je vais le faire vraiment en entier. Donc, je vais aller prendre, voilà, par exemple, ce compte ici. Après, vous sélectionnez vos pages auxquelles vous souhaitez que Scribe puisse accéder, dans lesquelles on va avoir le droit d'écrire. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir retourner dans les surveys in-app qu'on a configurés dans Scribe et dire toutes les réponses qui auront été faites à ce questionnaire que j'aurais partagé à mes utilisateurs, eh bien, je veux que ça parte directement dans une page Notion en particulier. Donc, par exemple, celui-ci, là, un survey de NPS, où on va demander à nos utilisateurs tous les 90 jours de noter notre application et de donner des feedbacks pour expliquer leurs notes. Eh bien, je peux dire que l'ensemble des réponses que je vais recevoir, je veux les envoyer. Donc, vous voyez, toutes les réponses, je veux les envoyer dans Notion. Et là, vous allez choisir la page dans laquelle vous voulez qu'on construise la base de données et dans laquelle tous les feedbacks que vous allez recevoir vont être envoyés. Donc ici, je me suis créé une page user feedback qui pourrait être un peu le réceptacle un peu global de tous les feedbacks que vous collectez. En un clic ici, je crée la base dans cette page. Donc, je peux vous montrer, vous voyez ici, pour le moment, la page, elle est vide, d'accord, dans mon Notion. Je vais cliquer sur créer la database. Donc là, on va envoyer l'info à Notion pour que la base soit créée. Donc, vous voyez, hop, elle vient de s'ajouter directement ici. Pour le moment, elle est vide. Et en fait, quand je vais cliquer sur Save, tous les feedbacks que vous avez déjà reçus dans le passé, donc toutes les personnes qui ont déjà répondu à votre questionnaire, vont arriver directement dans la base. Et puis, bien sûr, tous les prochains en temps réel que vous allez recevoir vont aussi venir s'ajouter. Et donc, vous voyez, à partir de maintenant, ça va venir s'ajouter directement dans la base. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du contenu brut, on va dire, du feedback. Donc ici, je vais pouvoir vous le retrouver. On a les réponses en fait aux différentes questions qu'on vient poser, donc le score de NPS, les verbatim, les gens qui expliquent leurs notes. Et bien en plus de ça, vous avez aussi
toutes les propriétés dont vous disposez à propos de vos utilisateurs qu'on va venir attacher à l'ensemble de ces réponses. Donc ça, c'est en fonction des données que vous partagez dans Scribe, mais ça peut être leur nom, ça peut être leur email, ça peut être leur langue, ça peut être aussi, est-ce qu'ils utilisent certaines features de votre produit, est-ce que c'est activé sur leur compte ou pas. Enfin, toutes les données dont vous disposez à propos de vos utilisateurs, vous pouvez en fait les pousser dans Scribe, et donc ces données-là sont rattachées à chacune des réponses. Et ce qui fait que vous pouvez vous dire, bah, tiens, moi, j'ai envie de me concentrer particulièrement sur les feedbacks qui m'ont été faits par des gens qui parlent français, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir filtrer cette liste-là, aller chercher la langue, ici dans les filtres sur Notion. Voilà. Et dire, je veux que ça soit uniquement les gens en français, par exemple. Alors là, j'en ai pas, c'est pas le bon exemple, mais voilà, vous allez pouvoir comme ça filtrer. Donc, quelle langue je vais avoir ici? Pardon. Voilà, ici, je vais mettre BA, par exemple, le premier que j'avais sur la ligne. Et vous voyez, je garde vraiment que les feedbacks qui sont faits dans cette langue-là. Ces filtres-là, comme on l'a montré tout à l'heure avec Jonathan, vous pouvez les sauvegarder, vous pouvez vous créer des vues et donc réintégrer cette base de données sur les différentes pages de vos projets, aux différentes étapes de votre workflow pour vraiment garder que les feedbacks qui vous intéressent sur les projets qui vous intéressent au moment où vous en avez besoin, en fait. Et donc, vous avez vu, en 3 clics, on vient connecter, on vient installer l'intégration Notion dans Scribe, on vient connecter son compte et après, on dit bah, les réponses à ce questionnaire qui a été fait à cet endroit-là de mon produit, je veux les partager dans Notion parce que j'ai besoin de les retrouver là où je centralise toutes mes informations et là où je vais avoir besoin d'agir après sur ces feedbacks avec les différents outils que tu as pu nous montrer tout à l'heure, Jonathan. Donc ça vient tout juste de sortir. C'est quelque chose qui est vraiment hyper utile pour nos utilisateurs et c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui parce que c'est disponible dès maintenant et ça vient vraiment compléter ce que nous présentait Jonathan parce que plutôt que de devoir vous consulter vos feedbacks dans un autre outil, sélectionner ceux qui sont les plus intéressants pour vos projets, les copier-coller peut-être dans Notion, et en fait en un clic, tout part automatiquement et vous n'avez plus qu'à filtrer, vous créer des vues pour les retrouver aux différents endroits là où vous en avez besoin. Voilà, pour cette petite démo rapide, je ne sais pas si vous voulez que je creuse en particulier sur des sujets, si vous voulez que je revienne sur quelque chose, mais et voilà rapidement comment est-ce que ça fonctionne dans Scribe et aux côtés des autres intégrations qu'on peut avoir avec Segment, comme je disais, avec Product Board, avec Harvester, avec Slack, etc. Vous pouvez centraliser tout ça directement, quoi. C'est top. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tout le monde est en train de dire que c'est chouette, en tout cas. Ouais, cool, merci. Et c'est vrai que je trouve que c'est une des... Enfin, pour avoir déjà intégré pas mal d'outils dans Notion, je trouve que la vôtre, c'est le processus, pas le workflow, mais bon, t'as compris quoi. Il est très, très simple, quoi. Très rapide. Effectivement, c'est littéralement un clic. Il y a des outils où c'est un peu plus pénible. Là, ouais. C'est rapide. On a vraiment voulu faire un truc simple et puis surtout qui permette d'être utile au quotidien et de bien s'inscrire dans les workflows en fait, des utilisateurs pour que vraiment ces données-là soient disponibles directement là où vous en avez besoin. C'était vraiment notre objectif. Et pour faciliter un peu la vie au quotidien des équipes produits et faire en sorte que ça accélère finalement la centralisation de l'ensemble de ces feedbacks et après le fait de pouvoir s'en servir un peu au quotidien sur les différents projets, quoi. C'est top. Est-ce que... Il nous reste du coup encore quelques minutes. Est-ce qu'on ne prendrait pas les dernières questions? Ça vous va? Oui, bien sûr, ouais, carrément. Top. Il y en a une sur Scribe, là, je me permets du coup d'y répondre. Jusqu'à quelle quantité de feedback une base de données reste lisible, traitable dans Notion? Marie nous dit qu'au-delà de 1000 feedbacks, ça commence à être un peu gros pour rester fluide. Ouais, en fait, pour moi, il n'y a pas forcément de limite en termes de volume. Si on utilise bien la création de filtres et de vues, on n'a pas forcément besoin d'accéder et de lire en permanence à la totalité des feedbacks. Mais c'est dire, tiens, je suis en train de travailler sur tel projet, je vais aller filtrer ma base de feedback par mot-clé, par exemple, pour aller regarder que les feedbacks qui contiennent ce mot-clé-là ou qui nous viennent d'un type d'utilisateur en particulier, parce que du coup, cette info de groupe d'utilisateurs, de segments utilisateurs, on vient aussi attacher ça au feedback. Donc, on peut dire, je vais regarder que les gens qui ont un niveau de MRR supérieur à X, par exemple, chez nous, ou qui appartiennent à tel ou tel segment d'utilisateurs. Donc ça, on peut le faire. Et donc, quand on joue bien avec cette création de vue,
on peut avoir la centralisation et des milliers de feedbacks dans une même base, mais après se servir que d'une portion de ces feedbacks-là aux endroits où on en a besoin, en fait, en fonction de ces projets, quoi. Voilà. C'est plus ça la clé, d'être en capacité de bien les filtrer. Donc, c'est pour ça qu'on envoie, nous, qu'on attache le maximum de données aux différents feedbacks qu'on fait remonter dans Notion. J'espère que ça répond à ta question, Marie. Justement, Marie en avait posé une autre qui était au sujet de la RGPD. Donc, je vais la lire. Est-ce que si dans le cadre d'une utilisation user research, on met dans une base de données des feedback users, donc typiquement celle-ci, avec des infos personnelles, Notion est bien OK côté RGPD pour stocker ces infos. Donc là, on est typiquement là-dedans. J'ai envie de dire que oui, mais je ne suis pas experte RGPD. Je sais qu'ils travaillent là-dessus et qu'en principe, c'est le cas, mais je ne sais pas si vous avez des infos. Pour le coup, moi je dirais que le point c'est moins que Notion soit OK, mais que votre boîte soit OK. En gros, côté RGPD, je pense que Notion est bien ou sur le point de l'être, mais en gros c'est plus est-ce que votre boîte a le droit de stocker ces infos-là est-ce que vous avez bien demandé est-ce que vous avez bien demandé l'autorisation à la personne en question? Est-ce que vous stockez que des infos qui sont vraiment pertinentes et pour une durée limitée sur ce cas-là? Je pense que pour un sujet de user research, par exemple, vous aurez besoin de pas forcément avoir, enfin, vous aurez besoin de l'âge peut-être, mais et du téléphone, ok, mais peut-être pas de la religion ou de la couleur de peau, par exemple. Donc, c'est ce genre d'infos qui ne seront pas RGPD compatibles, même si c'est sur Notion et que, enfin, même si c'est sur Notion, quoi. Enfin, je pense pas que ça change, que ce soit Notion ou un autre outil, mais c'est juste, je pense que la contrainte, elle vient plus de vous que de l'outil, quoi. Oui, parce qu'au final, il y a énormément d'outils, parce qu'il y a la question de où est-ce que sont stockées les données. Et c'est vrai que les serveurs, à ma connaissance, il n'y en a pas en France. Enfin, on remarque qu'il y en a peut-être désormais, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Mais après, c'est pas forcément le point le plus important dans la RGPD, c'est effectivement comment on les traite, est-ce qu'elles sont nécessaires, quel est le temps de traitement de ces données-là, etc. Parce que si on regarde bien, Google, c'est pareil, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont pas. Pourtant, on utilise tous la suite Google, ou quasiment tous, notamment les Google Sheets et compagnie. Et à côté de ça, à ma connaissance, la plupart des données ne sont pas forcément stockées qu'en France, en tout cas, ou qu'en Europe. Donc, mais la clé, effectivement, ouais, c'est sur le recueil de consentement en fait, auprès de vos clients ou utilisateurs, quoi. Et après, dans un outil comme Scribe, en fait, les données que je montrais moi, il y avait effectivement des données un peu nominatives, des emails et tout. Ça, vous n'êtes pas obligé de nous les partager. Donc, on peut avoir des données qui ne sont pas personnelles, quand même, évidemment, à envoyer dans Notion. Et après, ça rentre effectivement dans la politique un peu globale de consentement de vos utilisateurs et à qui vous devez dire est-ce que vous êtes bien OK pour qu'on vous interroge de temps en temps et est-ce que vous êtes OK pour que ces données après soient stockées de notre côté et tout. Donc ça rentre un peu dans la politique de consentement global, mais c'est des sujets, en tout cas de nous, de notre côté, sur lesquels on est habitué à travailler avec nos clients. Donc Marie, je vois que c'est un truc sur lequel vous êtes très suivi, donc on pourra, si ça t'intéresse, on pourra en discuter en détail. Ouais. Et n'hésite pas à contacter Notion directement, peut-être qu'ils pourront t'aider, parce que je sais qu'il y a une équipe, notamment à Dublin, et forcément, ils sont un petit peu plus concernés par ces sujets-là. Donc, ils ont une équipe qui répond à ce genre de questions. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut reprendre une dernière question peut-être dans la liste? Je vous laisse regarder parce que c'est peut-être plus. On a répondu à toutes celles qui avaient eu le plus de votes. Alors, Camille, est-ce qu'il y a un bon template d'organisation de produits qui intègre le framework Focus, donc Focus de Blablacar? Pour le coup, j'en connais pas, mais en vrai, je pense que c'est hyper facile à mettre en place. Pour le coup, c'est vraiment, pour mettre en place ça, il suffit juste de prendre les 7 points du framework et de les mettre en template, en fait, en template au sens en pré-remplissage d'un item de base de données, pour être hyper clair. Et en fait, de sorte qu'à chaque fois qu'on crée un item dans cette base de données-là, en fait, ça pré-remplisse les 7 points qui suffit en plus de compléter derrière, quoi. Donc, à mon avis, franchement, ça met 2 secondes à faire. J'espère que ça répond à tes questions. Ça donne une idée de nouveau template. Voilà, exactement. Tout à fait. Bon, bah super. Effectivement, je ne sais pas s'il reste encore du temps. En 1 minute, c'est un peu short. Alors, j'en prends une qui a 2 votes. Est-ce que tu vois des limitations de Product OS par rapport à Jira, transition dans le workflow, intégration guide, suivi des temps? Oui, pour le coup, Jira va être plus avancé car plus complexe
sur ces points-là. Mais pour le coup, avec l'intégration Git, en fait, c'est quasiment, ça se rapproche, en fait. Le seul truc qu'on pourra pas faire aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, quand on déplace un ticket d'une colonne à une autre, qu'il se passe des trucs sur les branches. Ça, c'est le point peut-être le plus pénalisant, je pense. Bien que ça soit possible de le faire avec l'API, il faudrait le développer. Donc, si quelqu'un dans le chat est chaud pour le faire, très cool. Mais du coup, je pense que c'est ça le truc qui sera le plus pénalisant par rapport à Java. Nickel. Mais pour tout le reste, c'est trop bien. Super. Bon, désolé du coup pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais n'hésitez pas du coup à contacter soit Simon, soit Jonathan, hein, si ça les concerne plus l'un ou l'autre. Est-ce que vous voulez remettre peut-être dans le chat vos informations de contact? Ouais. Yes, carrément. Et en attendant, moi je vous dis franchement merci à tous les deux, c'était très poussé, très intéressant de voir effectivement comment on peut l'utiliser au sein d'une équipe produit. J'espère que ça vous a donné des clés ou des petites inspirations pour améliorer votre espace ou pour le mettre en place carrément sur Notion si ce n'est pas encore le cas. Et est-ce qu'on a tout mis? Je pense que oui. Vous avez tout, nickel. Merci à tous et à toutes. Merci Camille. Avec plaisir. Oui, c'est enregistré. Vous aurez accès sur le même lien du coup au replay. Voilà. Merci à tout le monde, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, passez une très bonne journée.